Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission. Quelle place pour l'agriculture dans la décarbonation des énergies? Et pour en parler, j'ai Christophe Bonheur. Bonjour Christophe. Directeur général de CEPOL. Alors vous faites quoi chez CEPOL? Chez CEPOL, on écrase des graines de colza, de tournesol, Ouais. un petit paquet, 3 millions. Ouais. Et on produit des biocarburants, et notamment des biocarburants à base de colza, que l'on connaît maintenant sous la forme d'Oléosan par exemple, qui est une de nos marques connues sur le marché français. Allez, on en reparlera juste après d'Oléosan. Michael Lepellé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Directeur marketing de Yara. Bon, mais Yara, je sais ce que vous faites. On est là, on produit des engrais en France. Notamment. Alors, on va aborder cette question de la place de l'agriculture dans la décarbonation des énergies. On le sait, demain, il va falloir tout décarboner. Alors vous avez déjà commencé à décarboner? Alors nous, on a commencé à décarboner parce qu'en vendant un biocarburant, c'est déjà en fait une source d'énergie décarbonée, puisque le carbone qui est contenu dans ce carburant, il n'est pas issu de quelques millions d'années et de sources fossiles, comme on les qualifie, mais bien de sources renouvelables, c'est-à-dire que c'est du carbone de l'année. Oui, mais vous avez bien eu une approche globale en matière de... Vous avez tout intégré. Et bien sûr, parce que derrière la photosynthèse, qui est notre principal moteur, puisqu'on va transformer ce carbone atmosphérique en énergie, il faut investir un petit peu d'énergie fossile quand même, sous la forme d'engrais azotés, sous la forme d'énergie dans le tracteur, sous différentes formes d'activités humaines, y compris dans le transport et dans la transformation de cette graine. Donc on va essayer de minimiser l'impact de ces énergies fossiles mises en œuvre pour fabriquer nos biocarburants, pour améliorer leur durabilité. Et le bilan, il est positif, largement positif? Alors le bilan, il tend vers le positif, puisque nous sommes capables de faire des engrais, je vais y arriver, des biocarburants. Des biocarburants, vous faites. Des biocarburants à plus de 100% d'économie de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on est capable d'être net stockeur de carbone dans les sols. C'est compliqué à faire, c'est coûteux aussi, parce qu'il faudrait, un des premiers leviers, c'est la décarbonation des engrais azotés. Et on y va doucement, mais on n'y est pas encore complètement, mais c'est possible. Et vous l'avez dit, parce qu'effectivement, les engrais, c'est une part importante quand même des gaz à effet de serre. Exactement. Dans ce cas-là, on travaille ensemble sur comment promouvoir et inciter les agriculteurs à avoir des pratiques plus vertueuses pour produire un colza durable, bas carbone. Il y a plusieurs leviers pour ça déjà. On parlait beaucoup de l'azote. 70% de l'impact carbone d'un colza, c'est l'engrais. Donc il faut vraiment qu'on joue là-dessus. Et le premier point, c'est en France, 60% du colza est fertilisé avec de la solution azotée. Demain, cette solution azotée, vous la remplacez en ammonitrate, vous baissez mécaniquement de 15% les gaz à effet de serre. Donc c'est le premier levier qu'on peut faire, qui n'est pas une révolution, mais qui est une évolution naturelle facile à avoir. Oui, mais l'urée, ça coûte moins cher. L'urée, la solution azotée, c'est des formes alternatives, ça vient du monde entier. On a l'ammonitrate. Aujourd'hui, si vous voulez décarboner, ça ne peut pas être autre chose que de l'ammonitrate. C'est-à-dire quand vous faites de l'ammonitrate normale, NH4NO3, c'est la formule. Vous allez fabriquer demain des engrais à partir d'ammoniac vert, donc des énergies renouvelables pour fabriquer, récupérer l'azote de l'air, l'hydrogène de l'eau. Donc H, N, il n'y a pas de carbone. Et ensuite, vous allez refaire de l'ammonitrate. Et cet ammonitrate, il n'y a pas de carbone. Donc l'ensemble de la chaîne n'a pas de carbone. Vous mettez de l'urée. L'urée, c'est une molécule de carbone. Alors ok, le premier levier, on passe donc plutôt sur l'ammonitrate. Ça coûte plus cher, c'est-à-dire qu'il faut que l'agriculteur arrive à vendre plus cher son produit. Oui, et c'est toute la beauté d'avoir une approche filière, puisque la pérennité de ces approches-là est d'avoir une approche filière. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on travaille avec CEPOL pour contribuer à notre échelle, dans le puzzle, à améliorer les pratiques. Et il y a plusieurs leviers de baisse des émissions ou stockage additionnel de carbone. Ça veut dire qu'il faut contractualiser au sein d'une filière nouvelle à créer. Le travail de CEPOL, c'est d'abord, et sa révolution, puisqu'on a changé notre modèle économique depuis 4 ans maintenant, avec beaucoup de résultats positifs. Notre modèle, c'est d'aller chercher les clients qui sont prêts à payer justement cette réduction de gaz à effet de serre pour pouvoir la cascader auprès des agriculteurs, de façon à ce qu'ils puissent se permettre d'acquérir des engrais beaucoup moins impactants. Donc la révolution qu'on est en train d'entamer, c'est celle finalement de faire de l'agriculture une solution pour décarboner le transport. C'est qui le patron version biocarburant? Absolument. Vous allez voir qui est capable de payer, vous leur dites c'est parce que les agriculteurs vont utiliser l'engrais décarboné, c'est exactement mais ça coûte ça. plus cher. Manque de bol, aujourd'hui ceux qui payent c'est la Suède, c'est l'Allemagne, c'est un certain nombre de nos clients qui sont prêts finalement à consentir un effort sur le prix. Plus
sensibilisés. Plus sensibilisés et qui ont finalement des manières de répliquer les directives européennes qui sont plus favorables à la réduction de gaz à effet de serre. On y va doucement, donc il faut être optimiste sur la capacité aussi en France à sortir du B7, 7% en volume, pour aller vers un impact carbone des carburants qu'on utilise. Qui est capable de payer en France Pas le food. Aujourd'hui, on voit bien, les gens sont rincés par l'inflation sur l'alimentation. Donc, en fait, finalement, là où on est capable de payer, c'est là où on a de l'argent. Et là où on a de l'argent, un petit peu dans la pyramide, c'est le transport aérien. C'est pour ça qu'on s'y intéresse de très près. Il y a un consentement à payer une prime pour compenser ces émissions de gaz à effet de serre dans l'aérien qu'on n'a pas dans le litre d'huile. Ouais, et le transport. L'aérien a intérêt à trouver des solutions. Et l'aérien a intérêt à trouver des solutions. Donc c'est vraiment vers ce type de débouchés qu'on se positionne aujourd'hui et qui font que on est capable de créer, d'initier des filières. L'année dernière, on a acheté 250 000 tonnes de colza bas carbone qu'on a pu valoriser auprès de nos clients dans des filières extrêmement spécifiques. Et ces 250 000 tonnes, il faut qu'ils deviennent 2 millions à l'horizon des quelques années à venir. Yara va être un excellent levier pour nous pour aller chercher ces 2 millions de tonnes. Exactement, parce que qui dit engrais décarboné, donc dit production, nous les premières tonnes d'engrais décarboné vont être disponibles sur la fin d'année, début d'année prochaine. On a déjà signé un accord avec une coopérative suédoise qui s'appelle Lantmannen. Aujourd'hui, la collaboration avec CEPOL, c'est ça, c'est améliorer les pratiques. Le levier de l'azote est là, le levier aussi des OAD, des outils de la décision. Les engrais décarbonés, nous on a un engagement à 2030 de décarboner 1/3 de notre ammoniac. Donc on va dans cette direction avec de l'ammoniac vert ou bleu, c'est-à-dire propre. Vert ou bleu, la différence? Vert ou bleu, c'est vert, vous utilisez des énergies renouvelables pour fabriquer des engrais. Bleu, vous continuez à utiliser des énergies fossiles, mais le carbone, vous le stockez, vous le séquestrez, vous le stockez dans les anciennes nappes profondes de gaz. Et donc, vous décarbonez. Alors, les compagnies... Et nous, on n'est pas fâchés contre le pink non plus, puisqu'on peut faire de l'hydrogène et donc de l'ammoniac avec de l'énergie nucléaire. Et donc, c'est un des vrais enjeux aujourd'hui aussi de la décarbonation de nos industries. L'énergie nucléaire est certainement un levier. On voit bien, les pouvoirs publics sont en train d'en prendre conscience, énorme pour aussi, paradoxalement, décarboner l'agriculture. Ça veut dire que les compagnies aériennes qui ont un véritable défi à décarboner, elles vont peut-être moins planter des arbres en Thaïlande ou ailleurs et elles vont essayer de plus voler avec des biocarburants? Absolument. C'est exactement faisable. Ce qui est en train de se passer. Non seulement c'est faisable, mais aujourd'hui il y a un gisement de matières premières qui est extrêmement intéressant, qui est celui qu'on appelle les intercultures, c'est-à-dire la condition pour utiliser un biocarburant aérien aujourd'hui, c'est qu'il ne soit pas en compétition avec l'alimentation humaine. Donc on va utiliser finalement ces espaces laissés libres dans les rotations agricoles pour cultiver des tournesols très précoces, de la carinata, de la cameline, des espèces qui sont en train d'apparaître avec des cycles très courts qui permettent de produire de l'huile, mais aussi du tourteau, donc de la protéine additionnelle. Et cette huile, elle intéresse énormément les pétroliers pour faire des biocarburants aériens. On les a, ces génétiques aujourd'hui ou pas encore? C'est le balbutiement, parce que le débouché n'existait pas, mais c'est la fonction qui crée l'organe. Avec l'intérêt que les pétroliers et les compagnies aériennes portent à ces solutions, on voit vraiment des choses arriver de manière très très rapide. Ça veut dire qu'on sème dès l'interculture, en interculture dès la récolte, c'est ça? Oui, alors dans notre cas d'espèce, pour le moment, on est sur le colza, donc qu'on sème et qui est aujourd'hui une plante qui consomme jusqu'à 200-220 unités d'azote. Donc en fait, on a un vrai levier très gourmand en azote, et ce qui fait que son plus gros levier, c'est l'azote. Et c'est là où on a vraiment des avantages faciles à avoir. Et on a 2-3 ans pour le faire. Il faut qu'on accélère. De toute façon, on est dans cette dynamique d'accélération. C'est un besoin sociétal. On sait produire plus, on sait produire mieux. La qualité, on en parlait avec Christophe sur cet aspect qualité du grain. Et le troisième pilier, c'est réduire les émissions. Et quand vous produisez plus, l'agriculteur gagne plus aussi. Puisqu'il va produire plus au prix de son colza, plus le bonus qui est donné par CEPOL. Christophe, je reviens, les fameuses génétiques à cycle très court, ça veut dire on récolte le blé le plus tôt possible, on sème une interculture et on récolte... ça. On réinvente finalement la rotation de façon à activer le deuxième levier finalement de l'agriculture de conservation. Hein. Le premier, c'est finalement de limiter les impacts finalement de ces émissions liées aux engrais azotés. Le deuxième, c'est de ne jamais laisser le sol nu. Et donc on active vraiment ces deux leviers-là de manière à ce que globalement, au global, finalement, sur la rotation, on a émis beaucoup moins de carbone, voire on en a stocké dans les sols. Michael, donc première étape, passer de la solution azotée à l'ammonitrate. Là, on a un gain de quelques 15%. 15% clair de gaz à effet de serre en moins. Donc là, on a vraiment quelque chose, et c'est particulier à la France. Il n'y a que la France qui utilise de la solution azotée en Europe. Donc on a un vrai gain.
Deuxième étape? Deuxième étape, intégrer ces engrais décarbonés dans la filière, dans la rotation de l'agriculteur. En accompagnement, utiliser des outils digitaux pour mettre moins mais mieux, assurer que là où il y a du potentiel, on extrait le maximum de potentiel, et là où il n'y a pas de potentiel, on en met moins. C'est les Ad-Farm, c'est les N-Sensors, c'est la modulation de l'azote, c'est tout ça, et c'est d'accompagner pour travailler sur ce qu'on appelle le NUE, l'utilisation efficace des engrais. Chaque tonne d'engrais doit être appliquée. Et il y a des cultures où on a de la marge de progrès. Le maïs, par exemple, on n'utilise quasiment pas d'outils. On n'utilise quasiment pas d'outils et c'est une culture qui utilise beaucoup d'azote. Il y en a plusieurs. En fait, la décarbonation, on a cet exemple avec Cepol qui est pour moi le premier en Europe qui fait ça, qui a valorisé auprès d'un agriculteur des bonnes pratiques. Demain, ça peut être fait dans le maïs, ça peut être fait dans la betterave, ça peut être fait dans la salade. Il suffit d'organiser une filière pour ça et il faut des gens qui sont un peu entrepreneurs, ce qui est le cas de Cepol sur cette approche-là et on est tout à fait dans cette approche de collaboration. Et vous en êtes où aujourd'hui de la contractualisation pour pouvoir rémunérer l'agriculteur qui va payer plus cher ses engrais? Alors, ouais, ça c'est un peu notre affaire. Et c'est vrai qu'il faut pour cette filière un client qui paye au bout. Il ne faut jamais oublier qu'à la fin, quelqu'un doit payer l'impact bas carbone du produit qu'il consomme, que ce soit une énergie ou que ce soit de l'alimentation ou une matière, d'ailleurs un biomatériau qui lui-même va venir se substituer à du plastique par exemple. Donc tout le secteur finalement de la transition environnementale est concerné par ces enjeux de la décarbonation de l'agriculture comme source de matière et d'énergie et d'alimentation bien sûr, bas carbone pour la transition environnementale. Donc, ok, les compagnies aériennes, est-ce qu'il y a d'autres clients? Bien sûr, je prenais l'exemple des compagnies aériennes qui restent relativement anecdotiques en termes de volume, qui est en train de se développer, mais comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de mandats en réduction de GES, des pays comme l'Allemagne et la Suède ont déjà mis en évidence le potentiel qui était en fait latent dans l'agriculture pour fournir des matières premières bas carbone au secteur du transport. Ce qu'on peut espérer aussi, c'est des engrais totalement décarbonés. Tout à fait. Et si je rebondis sur ce que disait Christophe, en Suède par exemple, on a un exemple, on a vendu les premiers engrais décarbonés avec Lantmännen, on va décarboner 400 000 hectares de blé avec des engrais 100% décarbonés. Parce que quand vous décarbonez au niveau d'une usine, aujourd'hui en 15 ans chez Yara, on a fait à peu près moins 55% d'empreinte carbone en moins par rapport à un engrais standard ammonitrate. Demain, vous mettez des engrais décarbonés, fabriqués à partir d'énergie renouvelable, vous baissez de 90% cet impact. C'est énorme. Donc on a un vrai levier. Expliquez-moi, cette énergie renouvelable, elle vient d'où? Elle est produite comment? Alors dans le cas de Yara, l'énergie renouvelable, il y a 3 volets. Hydroélectricité, c'est notre projet en Norvège. L'éolien, on a un projet en Swissquil en Hollande. Et photovoltaïque en Australie qu'on a. Et aujourd'hui, le plus important sera celui de Norvège. Et derrière, ça va fonctionner avec de la certification et de l'empreinte carbone jusqu'à l'agriculteur. C'est-à-dire que cet engrais vert, cet engrais décarboné qui sera fabriqué en Norvège, on ne l'aura pas en physique en France, mais on aura la certification, on aura le certificat. Demain, on signe quelque chose avec Cepol en disant demain, on veut décarboner 200 000 hectares de colza. 200 000 hectares de colza, c'est 100 000 tonnes d'ammonitrate. Comment on décarbone 100 000 tonnes d'ammonitrate? Il faut 40 000 tonnes d'ammoniac. J'ai besoin de 40 000 tonnes d'ammoniac à allouer sur cette filière. Ce que tu viens de dire illustre aussi un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est la seule filière qu'on épluche quand on roule avec une voiture dite zéro émission. Quand bien même c'est du charbon de l'autre côté, le consommateur a l'impression de rouler à zéro émission. Vous avez vu que nous, pour faire un biocarburant, on va éplucher l'agriculteur du moment du semis, du labour, jusqu'au moment où on a livré le biocarburant dans le réservoir du véhicule qu'il utilise. Donc on est peut-être aujourd'hui précurseur en cette matière qui consiste à faire l'analyse complète du cycle de vie d'une énergie renouvelable. Et c'est pour ça que Yara fait autant d'efforts aussi pour flécher ces énergies renouvelables de manière à ce qu'ils soient identifiés. Dire que c'est renouvelable ne fait pas le renouvelable. Faire du renouvelable, ça veut dire effectivement développer l'hydroélectricité, ça veut dire développer l'éolien, le solaire, et c'est exactement ce que fait Yara, et c'est ce qui va compter à la fin. Ce biocarburant décarboné, il sera uniquement pour des flottes captives ou pour l'aérien, ou il y aura aussi peut-être à la pompe? Avec la prévision qui nous est maintenant faite de la disparition du moteur thermique dans les parcs de véhicules. Ce qui n'est pas sûr encore. Ce qui n'est pas sûr. Mais nous, on a intérêt à y réfléchir sérieusement. En tout cas, on voit bien que depuis pratiquement la fin du Covid, les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé les immatriculations de véhicules diesel. Donc, clairement, aujourd'hui, propulser des véhicules avec des biocarburants, pour nous, c'est propulser des véhicules lourds.
des camions, des bus, des trains, comme on le fait sur la ligne Paris-Granville par exemple, et des avions demain. Mais c'est vraiment sur ce secteur-là qui sera d'autant plus difficile à décarboner que ni l'hydrogène ni l'électricité ne sont aujourd'hui réellement adaptés à transporter des charges très élevées. Donc c'est vraiment notre marché d'avenir. Christophe Bonnoir, Michael Lepelley, merci beaucoup et puis merci à vous. Merci Jean.